Rendez-vous incontournable de Sans Aucun Doute, tous les vendredis soirs, bien sûr, c'est Affaire à suivre. Timothée Vienne, ce soir avec vous, nous revenons sur une étonnante histoire. Daniel et Martine, que s'est-il passé? Absolument, Christophe. Et avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser, petit test. Si je vous dis wash wash, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Pas vraiment. Le cri du chien, peut-être? Le C'est pas soir le au cri fond du des chien, bois? mais je vous rassure, j'étais dans le même cas que vous avant de réaliser cette enquête. Le wash wash, c'est en fait le nom d'une escroquerie très répandue, appelée aussi arnaque au billet noirci. Alors le principe est simple, de prétendus diplomates africains vous contactent par internet. Ils vous proposent d'acheter un liquide, une potion magique, censée permettre de détacher des billets maculés d'encre noire. Et évidemment, ils vous promettent de partager leur magot avec vous une fois l'opération réalisée. Alors ça, c'est la belle histoire qu'ils vous racontent. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Daniel, lui, a perdu plus de 200 000 €. Il a sacrifié toutes ses économies et celles de son entourage. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'au moment de tourner notre reportage, eh bien, il refusait d'admettre qu'il s'agissait d'une arnaque. Il y croyait encore dur comme fer. Alors, retour sur cette étonnante histoire, celle de Daniel et d'autres victimes. Regardez notre document, c'est tout simplement édifiant. On y va? Allez. Ok. Alors, le code, je le connais pas. Tant pis, hein, pour la mallette. Hop, Alors voilà. C'est ça votre fortune. voilà. Voilà, c'est ça la fortune. C'est pas le blanc, hein. Voilà. C'est pas le blanc, la fortune, c'est Voilà. ça. C'est ça la fortune. Voilà. Ce sont. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh ben, c'est censé être des billets de 50 €. Ou peut-être 200 ou 500 ou 1000 €, on n'en sait Ah. rien. Un hypothétique trésor à portée de la main. Des millions d'euros en monnaie de singe. On leur avait promis le pactole, ils n'en ont jamais vu la couleur et ils ne sont pas les seuls. Cette valise était censée contenir 4 millions d'euros. Ils croyaient toucher le jackpot, ils en ont perdu la tête. J'ai tout pris sur les comptes pour leur donner. Moi, j'ai versé pratiquement 100 000 €. Plus on met de l'argent, plus on y croit. Certains ont échappé au pire, ils ont su flairer l'arnaque. On savait très bien qu'à un moment, il y allait avoir un couac, et on l'attendait ce couac. D'autres sont tombés dans le piège, ils l'ont compris, mais trop tard. On aurait pu vérifier tout de suite qu'il n'y avait rien qui tenait la route. Tout ça n'est que imaginaire. J'ai été arnaquée, c'est tout. D'autres encore, bien que totalement ruinés, y croient toujours, dur comme fer. J'y crois. J'y crois et je veux y croire. À la place de nos victimes, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous cru les promesses surréalistes d'Aigrefin en col blanc? Vous le saurez en suivant notre incroyable enquête. Première étape de notre périple, Marseille et les Bouches-du-Rhône. C'est ici, à quelques encablures de la cité phocéenne, que réside Joël, 41 ans, depuis son retour du Cameroun. Un pays d'Afrique équatoriale où il a vécu 2 ans pour les besoins de son travail. Peu avant son départ, il y fait la connaissance d'un homme, un habitant du village de Gambétikar, qui lui propose une affaire. Je devais lui acheter une série d'objets d'art, qui étaient les objets d'art rituels du village, qui étaient composés de 6 statues, et moyennant un prix d'environ 30 000 €. Et en face de ça, j'avais un riche américain qui était très intéressé pour racheter cette collection, qui n'avait pas pu l'acheter lorsqu'il était venu quelques mois auparavant, parce que le village n'avait absolument pas envie de se séparer de ce bien qui lui était propre. Les Camerounais disent connaître de longue date cet Américain fortuné, un dénommé Peter Campbell, collectionneur outre-Atlantique. C'est par leur intermédiaire qu'il contacte Joël. Au téléphone, il se dit prêt à payer 400 000 € pour s'offrir ces chefs-d'œuvre de l'art africain. De son côté, Joël doit simplement réceptionner les statues et les remettre à l'acheteur lors de son passage en France, en échange d'une mallette contenant les billets. Joël hésite, mais il est immédiatement rassuré par un appel du chef du village. Au Cameroun, c'est le représentant de l'autorité traditionnelle, un sage que l'on ne contrarie pas. C'était manifestement un ancien, donc quelqu'un qui incarnait toute l'autorité, toute l'histoire du village, et qui jouait manifestement très bien ce rôle, et qui donnait toute une crédibilité à ce projet tel qu'il m'avait été présenté. Joël donne son accord au chef. Il accepte de prendre part à la transaction, puis il rentre en France. Mais peu de temps après son arrivée, coup de fil de ses interlocuteurs camerounais. La vente des 6 statues implique l'organisation d'une cérémonie un peu particulière,
Joël doit mettre la main à la poche. Ça consiste à enterrer 3 bœufs vivants et nourrir tout le village pour une fête où il y aura des poulets qui sont égorgés, il y aura tout un rituel avec du vin, avec tout ce qui est nécessaire pour que le village soit complètement repu. Et pour cela, j'ai dû envoyer 3 000 € pour que cette première opération puisse se réaliser. À l'origine, Joël ne devait pas injecter le moindre centime dans l'affaire. Pourtant, peu à peu, il met le doigt dans un engrenage qui le conduit à dépenser de très fortes sommes pour acheminer les statues. Une fois que toutes les opérations de fête du village de sacrifice ont été terminées, il a fallu emballer les statues, il a fallu les transporter, il a fallu les stocker, il a fallu passer la douane avec toutes les opérations de douane qui sont nécessaires et tous les accords qu'il faut obtenir. Donc à chaque fois, il faut payer et à chaque fois, j'ai dû envoyer de l'argent. Ces 6 statues à la valeur, paraît-il, inestimable, les voici. Joël les a reçues au mois de mars dernier. Et voilà, ce sont les 6 statues qui proviennent du village de Gambé-Tika. 6 statues qui sont normalement utilisées pour faire les fêtes du village, qui sont des statues normalement authentiques. Normalement, dit-il, car sur l'instant, Joël craint qu'il s'agisse de copies grossières sans en avoir toutefois la certitude absolue. Il est partiellement rassuré par les coups de fil et les nombreux messages électroniques de Peter Campbell, notre acheteur américain, qui semble vouloir mener la transaction à son terme. À tel point qu'un beau matin, 2 de ses hommes se présentent au domicile de Joël et de son épouse, une valise à la main. À l'intérieur, 400 000 € en petites coupures. C'est du moins ce que Joël croyait, jusqu'à ce que l'un des hommes ouvre la valise. Et là, clac, comme dans les films, il a ouvert sa mallette et il a sorti une grosse liasse de billets noirs. Donc voilà, et là, il m'a demandé d'en prendre quelques-uns pour les travailler, comme il disait, et les transformer en billets de 50 €. La valise est censée provenir de l'étranger. Selon les 2 hommes, les billets qu'elle contient sont couverts d'encre noire afin de permettre un passage discret aux frontières. Pour les débarrasser de cette encre et les rendre propres à la circulation, il suffirait de procéder à une étrange manipulation. Donc là, il a pris les quelques billets et il les a passés dans des différents bains avec ces produits chimiques qu'il a ouverts devant nous. Au bout de quelques minutes, les papiers noircis d'origine ont complètement fondu dans l'eau, ils n'existaient plus. Et là, il a pu sortir du bain les vrais billets qu'il avait introduits à notre insu pour montrer qu'en fait, il s'était réellement transformé. Donc l'opération est bluffante et c'est vrai qu'on est ressorti assez convaincu de la manipulation qui avait été faite devant nous. Quant aux statues, quelle est leur véritable valeur marchande? S'agit-il de pièces de musée ou de vulgaires copies pour touristes? Joël a-t-il des raisons de s'inquiéter, dans la mesure où elles lui ont coûté plus de 30 000 €? Nous avons posé la question à Jean-Marie Boixel, spécialiste de l'art africain. Voici l'avis de l'expert. Cette pièce a été brûlée. C'est-à-dire ils ont l'art de faire brûler pour vieillir. Et là, je crois qu'on a une preuve irréfutable. On gratte seulement avec l'ongle, pas besoin de forcer. Et on voit tout simplement du charbon de bois. C'est évident, quoi. C'est grossier même. Combien ça vaut ça? Ça vaut le prix du bois. Ça vaut le prix du bois avec un petit peu de travail, donc allez, 50 €, quoi. Les statues étaient donc fausses, autant que l'argent contenu dans les mallettes. Il s'agit en réalité d'une escroquerie savamment orchestrée, une arnaque très à la mode, dont le nombre de victimes ne cesse d'augmenter partout en France et à travers le monde. Cette pratique porte un nom, le wash-wash. Nous quittons le sud de la France, direction la banlieue parisienne où habitent Tony et Michel. Ces 2 amis brocanteurs ont bien failli faire les frais de cette incroyable arnaque aux billets noircis. Ils ont accepté de reconstituer, face à notre caméra, la scène surréaliste à laquelle ils ont assisté. La démonstration, c'est en fin de compte nous faire croire que ces bouts de papier noir que l'on voit comme ça, c'est de l'argent. Ils nous ont demandé si on avait de l'eau chaude. Donc le billet dans l'eau, et ils ont sorti une seringue. Et une ampoule. Ils ont pris du produit, voilà. Et ils nous l'ont approché et ils ont aspergé comme ça. Après, avec les doigts, hop, ils nous ont bien remué ça. Hop. Et puis il a regardé le billet comme ça. Puis après, il a posé la seringue. Et puis après, carrément, il a vidé l'ampoule. Là, on n'a pas compris. Là, j'étais...
Assez sidéré, il a vidé l'ampoule comme ça. Après, ils nous ont demandé un papier d'aluminium. Voilà. On leur a donné un papier d'aluminium. Ils ont ressorti le billet. Ils l'ont déposé sur le papier d'aluminium. Et je vous assure, franchement, au bout de 3 minutes, un vrai billet est apparu. Comment vous expliquez ça? Je ne suis pas un expert, mais je pense simplement qu'il y avait un espèce de produit noir dessus, hein, ou de l'encre ou n'importe quoi. Et puis on met de l'anti, du révélateur ou n'importe quoi et tout. Et le billet réapparaissait, tout simplement. Un incroyable tour de passe-passe, une mise en scène digne d'Hollywood qui a conduit à leur perte d'innombrables victimes, car tous les autres billets ne sont que de vulgaires morceaux de papier noir. Mais comment Tony et Michel ont-ils croisé la route de ces individus, chimistes bidons mais véritables escrocs? Tout débute au mois de mai, un homme se présente au magasin de Michel. On a donc un type là qui est venu. Il m'a dit qu'il avait des amis là qui venaient d'arriver, puis qui voulaient éventuellement, qui voulaient faire du commerce et qui arrivaient avec des moyens mais ils avaient besoin d'un guide. L'homme et ses associés désirent investir dans des sociétés françaises. Quelques jours plus tard, Michel est convié dans les salons d'un palace parisien par ce visiteur et ses associés. À l'issue du rendez-vous, Michel leur propose de visiter le dépôt-vente de 1500 mètres carrés, dont son ami Tony est propriétaire. Sur place, nos investisseurs africains semblent emballés. Ils souhaitent développer l'affaire en y injectant une part de leur gigantesque fortune. Reste à débloquer les fonds, la bagatelle de 9 millions d'euros se trouvant dans une mallette placée sous haute surveillance, dans une ambassade. L'opération doit se conclure quelques jours plus tard, mais au beau milieu du rendez-vous, soudain, le téléphone sonne. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Un problème qui surgit au dernier moment. À l'ambassade, quelqu'un fait barrage pour que la personne puisse récupérer la caisse. Et on me demande à moi si j'ai pas 8500 € pour les donner parce qu'eux avaient déjà donné 10 000 € et qu'il manquait 8500 € pour pouvoir récupérer l'argent. Grand sourire, ça y est, on avait compris comment ils voulaient nous estorquer de l'argent. Voilà. Et là, stop, terminé, arrêtez de nous prendre pour des abrutis, la gare, c'est en bas, foutez-moi le camp. Hélas, tous n'ont pas fait preuve d'une telle présence d'esprit. Au petit matin, nous reprenons la route, direction Angers, à 300 km de Paris. Ici, le Wash Wash a fait 2 nouvelles victimes, Daniel et son amie Martine. Leur histoire est sans commune mesure avec les précédentes. D'abord, en raison de l'ampleur du préjudice. Ensuite, parce que Daniel croit toujours aujourd'hui en la bonne foi de ceux dont il est pourtant victime. Daniel a rencontré Martine au mois de juin 2005. Elle apparaît alors fortement préoccupée. Elle lui fait part de ses difficultés. Elle me parle un peu plus précisément du problème en me disant, bon voilà, j'ai de l'argent qui est sur Paris dans une structure. Bon, cet argent, je suis sur le point de l'avoir, mais il faut que je paye 2200 € de frais, gardiennage et autres pour solutionner ce problème. Je dis, bon bah écoute, moi j'ai pas l'argent nécessaire, mais bon, je connais des gens qui m'ont un peu de sous. Bon, je suis bien connu, donc je vais essayer de me débrouiller pour t'aider. Ce qui fut dit fut fait. Daniel accepte de s'endetter pour venir en aide à Martine. Il lui prête 2200 €. Il faut dire qu'en échange de ce versement, des interlocuteurs africains ont promis à Martine une mallette contenant la bagatelle de 4 millions d'euros. Une somme qu'elle compte partager avec Daniel, qui est désormais partie prenante dans l'affaire. L'arnaque paraît grossière, pourtant Daniel y croit. À aucun moment l'importance du magot ne le surprend. Il n'en prend simplement pas la mesure. La preuve. C'est une très grosse somme, c'est un fait. Mais bon, j'ai toujours vécu, je dirais, bon, le mieux que j'ai eu, allez, c'est les 3 000 €. Donc bon, c'est vrai, je réalise pas, honnêtement, je réalise pas. Et ça faisait rêver, bien sûr. Ouais, je me suis dit, bon, bah, la chance arrive, quoi. Bon, on va pouvoir enfin, je vais pouvoir enfin vivre, bon, me payer un petit peu ce que je souhaite, en l'occurrence un camping-car, c'était l'objectif. Mais avant de prendre la route des vacances, reste à finaliser la transaction. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de procéder au nettoyage des billets. Une simple formalité selon son contact, à condition de mettre la main au portefeuille. Ils ont dit, bon, compte tenu de l'importance du nombre
de billets. Bon, ça ne peut se faire que mécaniquement. Je dis oui, mais enfin, là c'est bien gentil, mais on va récupérer notre truc quand? Oui, mais bon, il faut acheter le produit, il y en a pour 36 000 €. Nos deux victimes payent, et ce n'est que le début. Car finalement, la structure chargée de procéder au nettoyage des billets invoque des problèmes techniques. Impossible pour l'heure de remettre à Daniel et Martine la mallette qui leur revient. Cette structure, pour le moins opaque, serait basée dans un quartier chic de la capitale. À plusieurs reprises, Daniel a tenté d'en rencontrer les responsables, sans succès. Je n'ai jamais pu accéder à cette structure parce qu'a priori c'est top secret et pour pouvoir y accéder, il faut être titulaire d'une carte de fidélité que je n'ai pas. C'est-à-dire ? D'une carte de fidélité a priori qui serait accréditée à des gens qui ont déjà fait des opérations à l'intérieur de cette structure. En tout état de cause, pour terminer l'opération et recevoir leurs valises, Daniel et Martine doivent de nouveau passer à la caisse. En plusieurs mois, à grands coups de milliers d'euros, ils vont engloutir toutes leurs économies et s'endetter lourdement pour couvrir les frais en tout genre qu'on leur réclame. À ce jour, leurs préjudices respectifs se chiffrent à plus de 100 000 €, mais Martine a perdu bien plus. Ça m'a coûté mon mariage, vu que j'ai pompé tout l'argent que j'avais. J'ai dépensé tout l'argent qui était mis de côté, j'ai tout pris sur les comptes pour leur donner. Martine a dilapidé tout l'argent du ménage. Daniel, lui, n'avait quasiment pas d'économie. Pour honorer les règlements, il a emprunté plusieurs dizaines de milliers d'euros à des personnes de son entourage, comme Jean-Claude, qui lui a prêté 18 000 €. C'est pas une somme très importante, mais je l'ai prêté sur son faciès, parce que j'ai confiance. Et puis son histoire, au début, me paraissait un petit peu quand même... mais bon. Si Daniel a convaincu Jean-Claude de lui rendre service, c'est peut-être parce que lui-même n'a jamais douté. J'y crois. J'y crois et je veux y croire. Et vous avez la certitude de pouvoir rapidement rembourser ce monsieur et les autres? Le plus rapidement possible. Dire rapidement, je ne peux pas donner de délai. Le plus rapidement possible. Car plus le temps passe, plus la pression des créanciers se fait sentir. Si après un certain délai, ça n'aboutit pas, je serai obligé évidemment de passer à un autre stade. Un autre stade que je regrette d'ailleurs si j'ai besoin de le faire, mais voilà. Si on arrive à la solution de non-remboursement, il est clair que je suis dans la merde. On ne peut pas dire les choses autrement. Hein. Il faut que je me remette au boulot pour pouvoir rembourser les gens à qui je dois de l'argent, c'est clair. Parce que je ne veux pas m'en aller de cette terre comme un escroc. Ça n'a jamais été dans mes habitudes. Je veux partir, si j'ai à partir, la tête haute. Face à l'évidence, Daniel réalisera-t-il qu'il est victime d'une incroyable arnaque? Nos trois témoins reverront-ils la couleur des fortunes qu'ils ont englouties? Quel genre de malfrats se cache derrière de telles méthodes? Vous le saurez en regardant la suite de ce document exceptionnel dans un instant, dans Sans aucun doute. Que cache cette incroyable arnaque au billet noirci? Organisation mafieuse ou voyous isolés? Qui sont ceux qui la commettent? Pourquoi et comment tant de gens se laissent-ils piéger? Direction le sud-ouest de la France, à la rencontre d'un homme, Bruno Fay, journaliste d'investigation. Il est l'auteur de nombreux articles sur le sujet, publiés dans la presse ou sur son blog. Des articles qui suscitent de nombreuses réactions de lecteurs ou d'internautes, surprenantes et inattendues. Alors, parmi les commentaires que j'ai reçus sur mon blog à la suite de mon article, j'avais à la fois des appels à l'escroquerie des escrocs eux-mêmes qui venaient chercher des pigeons sur ce blog, mais j'avais également des victimes qui venaient à la fois se renseigner, chercher des renseignements sur ce qui leur était arrivé, mais qui également n'arrivaient pas à croire qu'ils s'étaient fait avoir. Et ils venaient donc obtenir confirmation du procédé. Le journaliste a soigneusement conservé tous ces témoignages. Il a tenu à nous faire partager l'un d'entre eux. C'est un homme qui me raconte comment est-ce qu'il s'est fait avoir 200 000 €. Je lui demande un petit peu de m'expliquer le procédé. Donc il m'explique que les hommes sont venus chez lui, ils lui ont pris les 100 000 €, puis finalement ils sont repartis avec l'argent et en laissant la valise de billets. Et lui, cet homme-là me raconte que ces billets, il découvre par la suite que c'était des faux billets. Et sa réaction, c'est de dire « Mais je pense qu'ils ont dû échanger les billets, car on m'a expliqué que ces gens-là étaient des magiciens. » Même victime, il continue à croire que ces escrocs sont des magiciens ou qu'il existe vraiment la possibilité de transformer
des bouts de papier en dollars. Un commentaire qui en dit long sur l'habileté et la force de conviction déployées par ces individus. Des hommes qui, selon Bruno Fay, suivraient parfois une formation spécifique. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai découvert qu'il existait apparemment au Nigeria des vrais réseaux d'escrocs, presque des écoles, où on en apprend à former ces escrocs, où ces escrocs viennent, apprennent différentes techniques. Et ça m'a vraiment surpris. Il y a vraiment une professionnalisation de cette arnaque qui est assez incroyable. Toutefois, dans leur écrasante majorité, ces malfrats agiraient en petites bandes, indépendantes les unes des autres, comme l'explique Nadir Nemouchi, chef de l'Office central de lutte contre la délinquance financière. Il s'agit plutôt de petits groupes de 2, 3, voire 4 personnes. Vous avez celui qui va bien présenter, qui va se présenter comme le diplomate qui peut débloquer les fonds qui sont dans un pays victime d'une crise, quelle que soit la crise, que ce soit une guerre ou autre chose. Vous avez celui qui va prendre contact, aller au contact de la victime et qui va faire la manipulation, un peu la prestidigitation du billet pour montrer de quelle manière, avec les procédés chimiques, il peut revenir à un vrai billet. Et vous avez ceux qui vont faire un peu la surveillance lorsqu'il y a des rendez-vous qui sont fixés pour voir s'il n'y a pas un dispositif de police ou si la victime n'est pas venue accompagner. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Mais ce ne sont pas réellement des réseaux mafieux avec une tête pensante uniquement en vue d'amasser énormément de fonds. Le commissaire Nemouchi et ses hommes tractent au quotidien les auteurs d'arnaques au wash-wash. Ils connaissent leurs méthodes mieux que quiconque, mais ils peinent parfois à les appréhender. Une fois que les sommes sont détournées, c'est très difficile d'interpeller les personnes. Tout simplement parce qu'on a un profil d'escrocs qui sont très mobiles, très volatiles sur tout le territoire, voire à l'international, et qui ne sont pas forcément toujours en situation régulière vis-à-vis de tout ce qui est documents d'identité. Donc ce qui veut dire que pour remonter jusqu'à eux, ça n'est pas toujours évident. Dans leur lutte contre ce fléau d'envergure internationale, tous les pays ne connaissent pas la même réussite. Certains de nos voisins européens ont su trouver la parade judiciaire. Exemple, à 1000 km de Paris, en Suisse, ici un homme a littéralement déclaré la guerre aux escrocs. Cet homme, c'est Daniel Stoll, premier substitut du procureur général de Lausanne. Grâce à une étroite collaboration avec la justice et à la bonne volonté des victimes, la police locale a procédé à de nombreuses arrestations. En Suisse, une victime, à un moment donné, s'est rendue compte qu'elle s'était fait avoir. Elle était à la police. Et la police a eu l'idée de lui dire est-ce que vous avez encore des contacts? Essayez de garder un contact de manière à ce qu'on puisse tendre un piège. Le flagrant délit, une arme imparable qui a permis tout récemment encore de traduire en justice et de condamner à des peines de prison ferme 3 individus coupables d'escroquerie au billet noirci. J'ai soutenu l'accusation contre eux. Je pense que les pratiques sont tout simplement abjects, parce qu'ils s'en prennent effectivement à des gens qui parfois peuvent perdre leur capital, peuvent perdre beaucoup d'argent là-dedans et ils n'ont pas beaucoup de scrupules. Au cours de notre enquête, nous avons contacté monsieur l'ambassadeur du Cameroun et les représentants d'autres pays d'Afrique afin de leur donner la parole. Car à travers le wash-wash et ses ravages, c'est l'image du peuple africain dans son ensemble qui est mise à mal. Aucun n'a souhaité s'exprimer face à notre caméra, mais ils condamnent unanimement ces pratiques, comme Oumarou Ncharé, le conservateur du sultanat de Fumban au Cameroun, qui lutte aux côtés des autorités locales pour y mettre un terme. Qui est-ce que ça enrichit? Qui est-ce que ça enrichit, ce genre de méthode? À qui ça profite? À ces gens-là, à eux personnellement, pas à la population. À eux, je vous rassure que nous sommes en train de démanteler ce réseau parce que pas plus tard que la semaine prochaine passée, nous avons mis la main sur eux qui sont en prison maintenant parce que tout ce qu'ils font, ça ternit l'image de notre royaume. Donc nous sommes en train de mener une grande lutte contre ce fléau. À l'issue de notre tournage, nous souhaitions confronter Martine et Daniel à leur adversaire afin de connaître la version de ce dernier. Dans le même temps, l'individu leur avait proposé de convenir d'un rendez-vous afin, disait-il, de finaliser l'opération. Martine et Daniel l'avaient retrouvé dans une chambre d'hôtel louée par la production en banlieue parisienne. Paris, jeudi 31 mai 2007. À notre demande, Daniel et Martine ont accepté de rencontrer leur interlocuteur camerounais. Il leur a certifié qu'ils obtiendraient aujourd'hui la valise qui leur est destinée
Un attaché-caisse contenant près de 4 millions d'euros en échange d'un ultime versement de leur part, 16 000 euros tout de même. Le face-à-face avec notre homme doit se tenir dans cette chambre d'un hôtel parisien. Une pièce truffée de caméras et de micros cachés par notre équipe, de sorte que rien ne nous échappe. L'heure de la confrontation approche, Daniel est étonnamment confiant, Martine ne l'est pas. On doit récupérer en tout 3 940 000 euros, en fait plus de 20 millions de francs. Voilà. Vous y croyez encore aujourd'hui? J'y crois encore aujourd'hui, oui, à plus de 50%. Un peu moins de 50% sur la négative, bien évidemment, mais bon... Moi, ça a assez duré, j'ai assez donné. J'estime que bon, il m'a assez exploité, maintenant c'est terminé. Je vais lui couper la parole et je vais l'obliger à m'expliquer beaucoup de choses. Il est 14h, le piège est tendu, notre homme doit arriver d'une seconde à l'autre. Daniel le joint au téléphone pour s'en assurer. Afin d'éviter qu'il ne se défile, Daniel lui annonce qu'il attend la visite imminente d'un proche, censé lui prêter l'argent, les 16 000 euros que son interlocuteur lui réclame encore. Ouais, c'est Daniel, là. Ouais. Bon, dis-moi, là, on vient d'arriver en bas de l'hôtel, là, on est... Enfin, à l'hôtel, on est donc monté, on va redescendre. Te récupérer, tu es où, toi? Tu es où? Moi, je suis dans le métro et j'arrive. T'es avec qui? Je suis avec Martine, là, pour l'instant, parce qu'il y a la personne qui doit m'apporter les sous, si tu veux, elle doit venir nous retrouver. Ok, d'accord. Il m'a dit dans 3 quarts d'heure. Donc, ça nous fait à 15h30. En dépit de ses promesses, notre homme se fait attendre. Les minutes s'égrènent. Une demi-heure plus tard, pas de nouvelles. Martine est gagnée par le doute. J'ai bien peur qu'il se doute quand même de quelque chose. Finalement, 1 heure plus tard, il refait surface. Tout à coup, le rendez-vous prévu à l'hôtel ne lui convient plus. Il souhaite changer le lieu de la rencontre. Je viens te rechercher où exactement? Pardon? Où exactement? J'ai dit à la porte de Châtelain. Tu viens, si tu es avec la personne, tu peux venir me retrouver là parce que moi j'ai une course à faire. Comme ça, on se voit et puis on discute là, quoi. Changement de programme. Pour notre équipe, tout est à refaire. Dans l'urgence, nous installons notre dispositif à l'intérieur du véhicule de Daniel, car notre homme, visiblement méfiant, vient de fixer un nouveau rendez-vous à l'autre bout de la capitale. Nous prenons la route. À l'approche du lieu de la rencontre, Daniel contacte notre homme. Je suis sur place, là, on se retrouve où? Donc à côté de la pharmacie, ok, ça marche. Daniel et Martine se garent à proximité du commerce. Nous observons la scène à distance depuis notre véhicule, lorsque soudain nous découvrons un homme au comportement étrange. Il observe scrupuleusement les alentours, il regarde à gauche puis à droite, comme pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Il s'attable ensuite dans un café, face à un homme qui pourrait être celui que nous attendons. Quelques instants plus tard, c'est justement cet homme qui sort du café et entre dans la voiture. T'as fait des frais, t'as acheté un beau coaster? Ça va? Ça va. Bon, j'attends un coup de fil de la personne qui doit m'amener le financement. C'est aujourd'hui on termine l'opération. Donc pour tout le monde, on sait que c'est aujourd'hui que cette opération va être finie. Les gens vont rester tranquilles, vont dormir tranquilles. Je te dis très franchement, hein, Martine, si tu veux, dans l'affaire, elle y croit plus depuis déjà un certain temps. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle était pas là, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, j'y crois encore. Je dis bien encore, à l'instant, j'y crois encore. Mais je t'avoue franchement, j'en ai marre. Mais c'est pourquoi je te dis que ça, c'est la fin et c'est moi qui te parle comme ça. Je vais pas te parler ça de fou. Nous, on l'a donné quand même 200 et quelques mille. Et puis en fin de compte, eh ben, on n'a rien eu. Et où est passé tout cet argent-là qu'on a donné? Ça a été versé. Martine hausse le ton, mais regardez bien, pour apaiser la situation, notre homme a une technique imparable. C'est ma petite fille qui a 2 ans. Sur l'écran du téléphone portable, une toute jeune et ravissante fillette dont notre individu prétend être le père. Rien de mieux pour susciter l'empathie et calmer les ardeurs de nos témoins. Non, mais je comprends bien que ça te pose problème. Ça, je comprends. Nous, on est comme toi. Hein, mais moi, c'est moi, je sais que c'est la fin, c'est tout parce qu'on n'a pas l'argent. Si on avait l'argent, aujourd'hui, on peut tout était terminé. Après quelques minutes, nous contactons Daniel en nous faisant passer pour son ami, censé lui prêter les 16 000 euros que réclame son interlocuteur. Au téléphone, nous prétextons un empêchement de dernière minute afin d'obtenir un nouveau rendez-vous avec notre homme et tenter de le confondre le jour de notre enregistrement. On est en train de parler de toi, justement, là. Bon, c'est un peu compliqué sur mon lieu de travail, je peux pas me libérer là. Ah merde. T'es avec qui là? Bah là, je suis avec monsieur Marcel, là, tu sais, que je t'ai parlé, là. Bon, bah, a priori, il a tout préparé pour tout finaliser, quoi. Hein,
pour tout finaliser. Et le souci, si tu veux, bon voilà quoi. On verra plus tard. Écoute, je te dirai moi en fonction de mes disponibilités. Ok. Avant de mettre un terme à l'entrevue, Daniel tente une nouvelle fois d'en savoir plus sur l'hypothétique structure censée détenir le magot qu'il croit encore touché. Non, il faut absolument qu'on puisse rencontrer quelqu'un de la structure. S'il n'y a pas d'autre solution. Ils n'ont pas aucun contact avec les clients parce que c'est bien organisé là-bas. Quand tu arrives, tu viens au secrétariat. Là-bas, on te fait enregistrer. Avec ta carte de fidélité, tu descends dans une autre salle. C'est la salle de compte. On t'amène ton argent, on te remet. Les gens qui t'amènent l'argent n'ont même pas besoin de savoir qui tu es, tu t'appelles comment, tu habites où comment tu fais, où tu travailles. Ils sont au courant de rien. Ils savent qu'on les a dit de porter l'argent pour déposer à tel endroit. Et la personne, toi, tu revérifies et tu sors avec et tu pars. Et tu les oublies. C'est comme ça. Sinon, pas intermédiaire, ça ne reste que comme ça. Et si toi, tu uses de leur pouvoir, eux, ils vont te montrer de quoi ils sont capables. Directement, ils te mettent quelque chose de dangereux. Ils peuvent te mettre une bombe et t'accuser que tu voulais faire un attentat. Ça, tu ne pourras même pas justifier. Tu vois, là? Oui, enfin oui. Voilà, non, ça, je t'explique, c'est un exemple. Donc, tu meurs comme ça, tout de suite et tout, voilà. Bon, mais, monsieur Daniel, moi, je ne vais pas trop rester longtemps et puis on a parlé. Donc, vous m'appelez, hein? Moi, je cherche Daniel et Martine repartent bien sûr sans leur argent, sans savoir non plus s'ils reverront un jour les 200 000 € qu'ils ont laissés dans cette affaire. Si Daniel conserve son optimisme à tout crin, Martine, elle, affiche un tout autre état d'esprit. Les menaces qu'il a fait avant juste de partir, moi, ça me fout un peu les boules. Je vais être franche avec toi, j'ai l'impression que c'est l'arnaque. Il a de la sincérité quelque part. Il a de la sincérité, ce mec-là, quelque part. Vous y croyez encore, vous? Oui. Honnêtement, j'y crois encore. Si les 16 000 qui manquent aujourd'hui sont apportés, je pense qu'on aura notre truc. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'oblige à penser ça. Vous seriez prêt à donner encore 16 000 € aujourd'hui? Oui. Alors Timothée, que s'est-il passé? Est-ce que notre ami Daniel a fini par croire que c'était une escroquerie? Alors ça, je crois qu'il l'a compris, puisque la justice s'est prononcée, et c'est à souligner, elle s'est prononcée extrêmement rapidement dans ce dossier. Le tribunal a rendu sa décision le 12 mars dernier, moins d'1 an après les faits. Les adversaires de Daniel ont été condamnés à lui rembourser l'intégralité des sommes perçues, environ 212 000 €. Cette condamnation est assortie d'une peine de prison avec sursis, ce qui signifie que s'ils ne respectent pas les termes de ce jugement, eh bien, les adversaires de Daniel retourneront en prison. On a donc de bonnes chances de penser que cette décision va être exécutée. Daniel est en tout cas ravi et il est en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour Timothée. Bonjour. Daniel, Timothée le disait au début de cette enquête, sans aucun doute, vous aviez du mal à croire à l'arnaque, à la supercherie. Aujourd'hui, c'est chose faite, on est d'accord? Ah, tout à fait, oui, tout à fait, malheureusement. Mais bon, voilà quoi, on est un petit peu crédule sur certaines choses. Et bon, c'était tellement bien ficelé que, bon, c'est vrai que je suis tombé dans le panneau vraiment comme un jeune enfant, quoi. Alors Daniel, votre exemple doit servir aux autres. Qu'est-ce que l'on doit faire quand on se retrouve face à des margoulins pareils? Eh bien, tout simplement se renseigner, hein, le plus rapidement possible, parce que nous, c'est ce que l'on a fait vis-à-vis de les émissions sans aucun doute, mais un peu trop tard, malheureusement. Parce qu'en fait, ces gens sont très très malins et il arrive à vous embobiner, vous faire croire des choses qui sont complètement utopiques, effectivement. Que dire, j'étais crédule tout simplement. Mais bon, comme quoi à 57, 58 ans, on peut quand même être crédule. Petit mot, Timothée? Oui Daniel, les escrocs dont vous êtes victime ont été condamnés. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous? Bien sûr, on ne s'attendait pas, puisqu'il y a Martine qui est concernée également dans cette histoire, on ne s'attendait pas du tout à avoir gain de cause de cette manière, parce que bon, quelque part, il pouvait y avoir aussi suspicion, de s'enrichir sur un truc complètement illégal. Et donc on a gagné en fait. Ils sont condamnés donc à rembourser 120 000 € donc pour Martine et 94 000 € pour moi. Assorti de 2 000 € de dommages et intérêts pour l'un et pour l'autre.
Hein, voilà. Et donc, surtout, ce qui est important, c'est que ces gens sont condamnés, donc avec sursis, ils sont condamnés à 24 mois d'emprisonnement, dont 16 mois avec sursis, avec mise à l'épreuve dans des conditions prévues donc dans l'article du code, qui stipule que si les gens n'ont pas commencé à nous rembourser dans les 3 mois qui suivent les attendus du jugement, on les a eus le 12 mars, s'ils n'ont pas commencé à nous rembourser dans les 3 mois qui suivent, ils se retrouvent donc derrière les barreaux à purger leur peine. À la case prison, voilà qui fait réfléchir. Timothée. Voilà. Vous me disiez, Daniel, hors antenne, que les juges ont utilisé des éléments qu'ils ont découverts lors de la diffusion du reportage et de notre émission l'an dernier. Je crois que sans aucun doute a été très présente tout au long du procès qui s'est déroulé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Disons que au départ, puisqu'il n'y a que lui qui s'est présenté au jugement, disait que en fait c'est nous qui l'avions embrigadé dans cette histoire, alors que c'était complètement l'inverse. Et donc là, les juges ont mis en évidence des propos qu'il avait tenus dans l'enregistrement que l'on a fait ensemble. Et donc à partir de là, il a été complètement, je dirais, déstabilisé, quoi. Et donc bon, il a avoué que oui, effectivement, ils étaient les antagonistes de l'affaire. Voilà. Comme quoi, Daniel, cette émission sert aussi à cela, même si le principe c'est souvent d'éviter la justice. Daniel, cet argent, vous allez le toucher. Martine aussi. Faites-moi plaisir. C'est du bon argent. Du vrai argent, donc vous le gardez, d'accord? Ah ben tout à fait. Hein? C'est clair que bon, on va déjà commencer par en ce qui me concerne et Martine également, puisqu'il y a des gens de notre famille, des amis proches qui nous ont bien aidés bien aidés entre guillemets, mais ils nous ont aidés dans cette histoire et bon bien sûr il faut les rembourser parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément des fortunes devant eux, donc ils ont besoin de cet argent. Donc en priorité c'est de les rembourser, hein, et donc pour pouvoir s'en sortir. Et après, et marcher la tête haute, quoi, sans problème. Et après, vous faire plaisir. Daniel, bon courage. Et puis vous embrassez Martine de notre part. Et à bientôt. Et si jamais vous avez un autre problème comme vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas, appelez-nous, on est là pour ça. Merci beaucoup Timothée, merci pour ce que vous faites dans cette émission. On se retrouve bientôt sur le plateau de Sans Aucun Doute. À bientôt.